La dernière fois, on a présenté Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Donc, on est sorti de la visée strictement américaine, mais justement parce que c'était un regard par quelqu'un qui est nourri de comédie musicale américaine et qui invitait Hollywood et qui faisait quelque chose d'assez... une vraie osmose entre le cinéma français, entre la France, la francité et Hollywood et la comédie musicale en particulier. Et on arrive là, dans cette séance et la prochaine, à des auteurs, on pourrait dire des cinéastes, alors pas comme Demy, puisque ce sont effectivement, avec Coppola et Scorsese, des cinéastes hollywoodiens, mais qui s'emparent aussi du genre. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de faire une comédie musicale comme on fera un polar, etc., de faire une sorte de spécimen du genre qui serait pour une fois une comédie musicale et puis la prochaine fois ce sera autre chose. Pour Scorsese, en fait, pourquoi il ne s'agit pas de quelque chose, d'une sorte de lubie, si vous voulez, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'idée du cinéaste, du metteur en scène de la période classique hollywoodienne qui est capable de travailler dans des genres différents est une figure qui est tout à fait désirable déjà pour Scorsese, qui est quelqu'un qui est cinéphile, mais j'allais dire à mort, enfin, qui est vraiment quelqu'un qui est nourri de cinéma classique. Et si vous avez soit lu, soit vu ces films qui s'appellent Voyage, un voyage avec Martin Scorsese dans le cinéma américain ou dans le cinéma italien, vous voyez que c'est une sorte d'encyclopédie du cinéma classique, à la fois européen, en particulier italien, et aussi hollywoodien. Donc pour lui, l'idée du grand cinéaste, qui n'est évidemment pas de sa génération, mais à laquelle il peut aspirer, c'est aussi ce cinéaste qui peu importe à la limite le genre dans lequel il s'exerce. Mais surtout, de manière plus importante, la musique, elle est présente tout le temps dans le cinéma de Scorsese, que ce soit le rock avec ses premiers films, Mean Streets, qu'il tourne à New York, et puis ensuite Taxi Driver, dont l'action se passe à New York, mais Scorsese est déjà parti de l'autre côté. Il est déjà à Hollywood, il est déjà complètement côté côte ouest. Dans Taxi Driver en 1976, il commande sa dernière musique à Bernard Herrmann, le grand compositeur qui a travaillé pour Hitchcock. Donc c'est évidemment une musique mémorable pour ceux qui ont vu le film. La musique, elle sera là de plus en plus présente aussi. Il va tourner juste après ce film, donc même pendant qu'il fait le montage de ce film aussi, un documentaire qui s'appelle La Dernière Valse, qui est vraiment un documentaire musical très intéressant sur les adieux d'un groupe qui s'appelle The Band, et qu'il connaissait, qu'il aimait, et qui invite toutes sortes d'autres chanteurs folk, comme Bob Dylan, par exemple. Donc c'est vraiment, la musique est absolument consubstantielle pour lui de son amour aussi du cinéma. Et puis troisième chose, bien sûr, pourquoi ce n'est pas juste une comédie musicale comme ça parmi toute une filmographie d'un cinéaste, c'est parce que Martin Scorsese rêve à la comédie musicale de l'âge d'or. Et c'est aussi pour ça que ça nous intéresse dans ce programme-là. C'est-à-dire qu'il se donne les moyens. C'est un film qui a dépassé son budget, qui n'était pas énorme, mais qui était de 7 millions et qui a dépassé de 2 millions son budget, mais pas pour des questions tellement de coût de production, sinon parce que, n'ayant pas encore tourné une comédie musicale, il ne se rendait pas compte qu'il faut avoir un scénario absolument millimétré, sinon on dépasse en temps. Et c'est un film qui est en partie improvisé. On verra ce que ça peut signifier improviser quand on travaille dans de tels décors. Mais en tout cas, il rêve à la comédie musicale parce qu'il rêve au fond à un cinéma d'abord de studio. Et il va tourner au studio 29, qui est un studio important de la MGM, qui est un studio important notamment pour la carrière de Judy Garland. Et je parle de Judy Garland, pas seulement parce qu'on l'a vue plusieurs fois dans ce programme, mais parce que c'est la mère de Liza Minnelli, qui est l'actrice principale de ce film. Donc, vous allez voir que ce film, c'est vraiment plus qu'une simple revisitation de la comédie musicale de l'âge d'or, qu'il embrasse véritablement cette ambition, qui est aussi une ambition dans l'ordre du décor, de l'importance du décor, des couleurs, du travail sur les couleurs, tout ça étant aussi l'héritage de Vincente Minnelli, notamment de Tous en scène.
Donc voilà, j'espère que le film vous plaira. Et je note que Boris Leven, qui est le chef décorateur et le directeur artistique du film, c'est quelqu'un qui lui aussi porte l'histoire du cinéma avec lui, puisqu'il a non seulement j'avais noté sa filmographie, elle est assez étourdissante, mais il a commencé avec Sternberg et Shanghai Gesture avec Gene Tierney, mais surtout il est notamment le décorateur de West Side Story. Donc vous voyez, on est vraiment dans toute une tradition de la comédie musicale. Voilà, je parle trop longtemps avant, c'est pas bien. Je vous laisse voir le film et puis je resterai quand même un petit peu à la fin, même si vous serez peut-être un petit peu fatigué. J'essaierai d'être plus concise que d'habitude. Voilà, bon film. Je ne sais pas si vous voulez tout de suite réagir, prendre la parole, parce que voilà, c'est un film quand même différent des films plus classiques qu'on a passés par ces dernières semaines. Peut-être quand même, malgré tout, c'est ce qui est devenu, c'est un sous-genre de la comédie musicale qui est le biopic d'artistes. Bonsoir. Je vous en prie, il est tard. Qui est donc, et ça il y en a depuis les années 40, etc. sur The Glenn Miller Story et tout ça, sur des musiciens, ça existe. C'est un sous-genre, voilà, l'ascension, la carrière d'artistes. Évidemment, c'est pas du tout que ça. Et la première particularité du film, par exemple, c'est que, il me semble, c'est que ces deux personnages, d'abord c'est deux personnages, et ces deux personnages ne sont pas des créateurs. Ils ne sont pas présentés dans une mythologie de l'artiste, au sens où ils seraient des créateurs, et ça justifierait un film biographique sur eux. C'est évidemment autre chose. Mais en même temps, il y a quand même cette longueur, cette chronologie, ces années qui passent, ces ellipses de 6 ans, etc., qui font que, malgré tout, ça s'inscrit en partie dans ce sous-genre. Mais donc, ce sont plutôt des interprètes, ce sont des gens qui sont plus portés qu'ils n'inventent un style. Et du coup, le film est quand même surtout... et ça, c'est la tendance, je dirais, archéologique de Martin Scorsese. Si vous avez vu Gangs of New York, qui porte sur un tout autre sujet, qui sont les bandes irlandaises au début des États-Unis qui s'affrontent à New York, il fait l'archéologie de la ville de New York. Et ça se traduit même à la fin par, on voit vraiment en surimpression toute la skyline new-yorkaise qui se construit. Donc cette idée d'archéologie, par exemple, elle est présente là parce que du point de vue de la musique, on voit énormément de styles musicaux qui se succèdent quand même en partie dans le temps, qui ne sont pas tout le temps en même temps. Et on voit par exemple le jazz pour salle de bal de province, avec ce côté presque désuet de ces très très grandes salles qui deviennent un peu vides après-guerre. Et puis le côté plus le jazz avec la chanteuse, tel que l'incarne Francine, et puis le cool jazz vers lequel va se diriger Jimmy, non sans problème et non sans conflit. Et je trouve ça quand même très bien fait, moi, dans le film, cette imbrication de cet aspect historique de l'évolution de l'histoire de la musique, de l'histoire du jazz, à New York en tout cas, et bien sûr, le fait que ce ne soit pas du tout un film historique sur la question, hein, une sorte de dossier là-dessus, mais au contraire, que jamais n'est perdu, j'allais dire, l'élan autobiographique de ce film, parce qu'il est là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi, il est habité intimement ce film, sans aller dans la petite histoire, mais l'élan autobiographique est là pour Scorsese, qui était en train de quitter sa femme, cette Julia Cameron, cette deuxième femme qui est enceinte. Alors au moment où elle est enceinte ou quand le bébé naît, je ne sais plus exactement, il la quitte. Enfin voilà, donc il y a des choses extrêmement personnelles qui sont présentes dans ce film. Il était aussi l'amant de Liza Minnelli à ce moment-là. C'était une liaison pas très secrète. Et puis il était aussi complètement pris par la drogue, par notamment la cocaïne. Et tout ça, il l'a raconté. Hein, c'est pas...
je révèle rien a posteriori. C'est des choses qui... Et d'ailleurs, vous vous souvenez, il y a l'agent qui est au début, qui est joué par Lionel Stander, le Max de L'amour du risque, pour l'amour du risque, mais qui est un très bon acteur de second rôle, ce qui est souvent dans les films hollywoodiens, et qui lui dit un seul conseil, ne touchez pas à la cam et tout ira bien. Bon, à ce moment-là, Scorsese, et ça va aller à une apogée de... Enfin, un point très très bas l'année suivante, en 78, où il va être hospitalisé. Mais en tout cas, il est vraiment absolument là-dedans. Donc le film est habité vraiment très très personnellement pour Scorsese, ce qui fait que cette évolution, cette mise en rivalité, disons, de différents types de jazz et de différents rapports à la musique, Francine qui toujours sait que qu'est-ce qui plaît, une balade, voilà, il y a une audition, elle sait très bien faire que l'audition fonctionne et ils sont pris. Alors que si on restait avec le style beaucoup plus agressif et personnel du saxophoniste, il n'aurait pas été pris. Vous vous souvenez de cette première audition qui crée leur couple à Brooklyn. Donc à chaque fois, le rapport du couple est complètement lié à la dimension musicale. C'est en cela que c'est un film musical pleinement et non pas un film sur la musique ou une comédie musicale au sens plus traditionnel où on danserait beaucoup plus. Mais c'est aussi, bien sûr, alors ça c'est très très important, me semble-t-il, cette façon dont le scénario arrive à faire des points de liaison entre ce qui se passe dans une rivalité entre les deux, au niveau artistique, disons, de leur style de musique. Finalement, à la fin, on voit que les deux coexistent, les deux styles de musique ont du succès, mais bien sûr, ce qui se passe, c'est aussi la rivalité entre l'homme et la femme à l'intérieur du couple, et ça, elle est très très marquée dès les premières réussites finalement de l'orchestre, quand ils sont encore dans la séquence des tournées et qu'ils ont la première critique qui paraît. Et vous vous souvenez, la critique qui est lue dans la presse, elle insiste surtout sur le succès de la chanteuse. Et on voit très bien que Jimmy Doyle ne dit trop rien, mais que comment cette espèce d'agressivité rentrée, qui va bien sûr culminer, et qui là encore, je trouve que c'est une réussite, culmine dans une séquence sans dialogue, vous voyez à laquelle je veux penser, qui est une séquence entièrement musicale, au Harlem Club, quand elle veut le rejoindre, écho à leur toute première vraie rencontre lors de l'audition à Brooklyn, qui avait commencé une sorte de spirale de chance et d'amour et de succès artistique. Elle veut le rejoindre, elle est enceinte, elle veut le rejoindre sur scène, et en fait, il change la musique et agressivement, par l'agressivité et le rythme, le tempo qu'il choisit, il la chasse de la scène, et c'est par la seule musique. Donc ça, c'est vraiment une sorte de point extrême du point de vue de cette rivalité artistique entre les deux. On pourrait dire que l'équivalent dans les scènes beaucoup plus de l'intime, c'est bien sûr les scènes de voiture. Parce que si vous avez vu d'autres films de Scorsese, la voiture, c'est vraiment une sorte de cocotte minute. Bien entendu, Taxi Driver, l'année précédente, c'est ça, c'est aussi ça. C'est-à-dire cet habitacle qui devient une sorte en miniature de monde, et en même temps d'espace qui rend les choses beaucoup plus... Oui, de cocotte minute, je ne trouve pas d'autres mots. Et là, bien sûr, il y a plusieurs scènes où ils sont dans une voiture, mais la plus violente, où elle le tape, et puis ensuite où les contractions commencent, c'est cette scène de ménage très, très violente qui fait aussi écho... qui ensuite est reprise avec l'excès inverse, à savoir une voiture remplie de fleurs, mais qui sent un peu le tombeau, je trouve, en même temps. Donc c'est toujours ces excès-là qui font que quelque chose n'est pas bien accordé dans l'attitude de ce Jimmy Doyle. Alors je ne sais pas si à ce stade vous voulez, n'hésitez pas à intervenir. Il y a un micro et puis même on n'est pas beaucoup de... Oui. Oui, bonjour. Moi, c'est la première fois que je vois ce film. Bon, je connaissais juste un petit peu les chansons. Et je trouvais justement que c'était intéressant de le voir dans cette série de films sur les comédies musicales parce qu'il est carrément différent des autres. Et moi, je trouvais que le côté un peu noir, parce que finalement, c'est un peu dramatique comme film.
Et ça fait du bien, je trouve, parce que les autres étaient complètement niais, et celui-là, il y a une histoire, et finalement, les 2h40 et quelques passent très très bien, parce qu'on passe de scènes complètement glauques à des scènes, notamment le final, enfin, pas le final, mais l'espèce de comédie musicale dans laquelle elle joue, qui rappelait justement les autres films, avec ce côté un petit peu naïf, qui m'a un petit peu choquée d'ailleurs dans le film, parce que finalement elle n'avait pas grand chose à y faire, sinon peut-être redonner un petit peu de joie. Alors oui, sur cette question de la joie, vous avez... Oui, allez-y. Et finalement, non, ce que j'aimais bien aussi, c'était retrouver, et le fait d'avoir vu tous ces films précédemment, on les a plus fraîchement en tête, et on retrouve plein de petits clins d'œil finalement à tous ces films et bon, moi qui suis j'aime bien ces films là, mais je les ai pas vus, revus et revus. Le fait de les avoir vus les uns après les autres, on arrive plus à retrouver tous les petits clins d'œil que chaque et nous mettre un petit peu ça en avant, alors qu'on n'a pas forcément conscience de ça quand on les voit séparément. Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est plus que des clins d'œil, dans le sens où véritablement, je pense qu'il est complètement mordu, si vous voulez, de ces films et de cet univers-là de studio. C'est-à-dire qu'il faut quand même se remettre en tête qu'on est après Les Dents de la Mer de Spielberg, qu'on est l'année de Star Wars, etc. Et que donc, il y a quelque chose quand même d'anachronique, d'un peu fou. Pas dans l'ambition de l'argent, parce que les autres films sont très chers, etc. Mais dans l'ambition d'un argent qui n'est pas directement commercial, comme peuvent l'être les films de George Lucas ou autres. Et donc, s'il fait ça, c'est parce qu'il est hanté, en fait, par ces films-là. Et d'ailleurs, ce film-ci commence par, vous vous souvenez, ce New York très artificiel, cette skyline de New York, en fait, elle est empruntée à The Man I Love, le bon film, d'ailleurs, à la fois chanté, à la fois film noir, plutôt, avec Ida Lupino de Raoul Walsh, et elle chante la chanson The Man I Love à un moment. Et donc le film commence avec cette skyline du début, que là ils ont peint en couleur, parce que le film est en noir et blanc, mais c'est beaucoup plus que des clins d'œil. Enfin, vous avez raison, on peut les appeler clins d'œil aussi. Et il y a un clin d'œil physique quand, vers la fin, dans la loge, elle dit, Francine dit à Jimmy, ah oui, quand on en a vu un, on les a tous vus. Bien sûr, c'est une citation de la première rencontre entre Gene Kelly et Debbie Reynolds dans Chantons sous la pluie, où elle dit, oh mais moi les films, vous êtes acteur de cinéma, mais moi, de toute façon, les films, je ne vais pas souvent, quand on en a vu, on les a tous vus. Ce qui est une réplique très connue, disons en tout cas à Hollywood. Voilà, donc évidemment, c'est émaillé de choses qui sont beaucoup plus que des clins d'œil. C'est pour ça qu'il y a aussi une archéologie de la comédie musicale et qui intéresse, je dirais peut-être encore plus Scorsese que cette petite histoire des différents types de jazz dans le New York, disons, de l'époque de ses parents. Parce que cette musique, c'est celle qu'écoutaient ses parents italiens-américains, lui ayant grandi à New York. Ce qui l'intéresse aussi, c'est de reconstituer ce New York qui était imaginaire. C'est-à-dire que lui, il connaît très bien New York, il y a grandi, et les rues, etc., il les connaît. Et pourtant, il fait le choix de tout reconstituer à Hollywood en studio et de jouer cet artifice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui l'intéresse, c'est évidemment pas de rendre un hommage à New York, la ville telle qu'elle est réelle, mais évidemment à la façon dont Hollywood l'a représenté dans les années 40, et notamment aussi avec l'usage, je le disais, du Technicolor Triband, mais il n'a pas pu l'utiliser, mais il a essayé de travailler dans un style de couleur qui est celui, par exemple, de Vincente Minnelli. Peut-être il y a énormément de films qui ont nourri celui-ci. Peut-être qu'on peut quand même passer cet extrait d'un film, parce que c'est un film assez rare, qu'on ne voit plus. Tu veux lequel ? My Dream is Yours. Okay. Donc c'est un film dont Scorsese s'inspire, et ça renvoie à votre mention sur pourquoi à un moment on retourne à ce style de comédie musicale un peu niais. Alors moi, sur la joie qu'il y a dans les comédies musicales, moi je m'insurge contre le mot niais, évidemment, et y compris Jacques Demy qui écrivait sur son carnet de préparatoire des Demoiselles la joie. C'est une émotion qui est très difficile en fait à créer chez
chez le spectateur et à soutenir chez le spectateur. Et donc, c'est tout un travail, et c'est le travail de la comédie musicale. Mais vous avez entièrement raison, on est après. On est après un âge d'or, et quelqu'un regarde, critique, pas seulement, c'est pas un regard rétro, c'est pas utiliser de l'ancien pour le remettre à la sauce, et j'allais dire le revendre au public des années 70, ce que vont faire quand même beaucoup les années 80. Il me semble que c'est pas le projet de Scorsese, parce qu'il connaît beaucoup mieux ce matériau-là. Donc l'un des films qu'il a inspiré, c'est un film qu'on voit plus du tout aujourd'hui, My Dream is Yours. Il y a un titre français qui est pas du tout ça, je sais plus ce que c'est, et qui est... Bon, c'est un film de Michael Curtis, donc pas rien quand même, un cinéaste classique, mais notamment l'auteur de Casablanca, entre autres films. Alors, quel extrait j'ai choisi? Ah oui, alors vous allez voir, c'est un film avec Doris Day, qui a fait beaucoup de films musicaux. Je vous recommande notamment Picnic en pyjama, The Pajama Game de Stanley Donen avec elle. Et si vous avez vu L'homme qui en savait trop, version 1956 d'Hitchcock, avec Doris Day, elle joue une chanteuse. Elle joue le rôle d'une chanteuse qui a quitté la scène pour suivre son mari, qui est un médecin. Bon, un médecin pas si génial que ça, mais il y a un côté un peu machiste comme ça dans la politique du couple, si vous vous en souvenez, dans le film d'Hitchcock. Eh bien ça, c'est au centre de ce film qui date de, je sais plus, 46-48, je l'ai noté quelque part, et qui est entièrement là-dessus, c'est-à-dire c'est une mère qui est une veuve de guerre, qui a un petit garçon et qui essaye de vivre malgré tout de sa carrière de chanteuse. Et on est là vers la fin du film, et en fait, il y a eu un retournement, c'est-à-dire que l'homme sur qui elle avait des vues et qui était une grande vedette, un crooner de la radio, et qui l'a un petit peu aidé à se lancer, il y a eu un retournement, et comme il est devenu alcoolique, il n'est plus du tout apprécié de la radio. Elle a un statut à ce moment-là de star, et il se retrouve, je crois que c'est au Coconut Grove, qui est une fameuse boîte chic de Hollywood. Donc on peut regarder ce qui se passe à ce moment-là. Le moment où ils étaient réunis devrait être le happy end du film. Enfin, ils se retrouvent, et qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui dit finalement « My dream is yours » parce que c'est notre rêve. Non, pas du tout. Il y en a un qui doit être une star, qui doit avoir une carrière dans une famille, dans un couple, et c'est moi. Et ça, c'est vraiment au centre du scénario de New York, New York, cette rivalité-là. Ce qui nous amène quand même à la fin, justement, à cette double fin du film dont vous parliez. Pourquoi il y a ce détour, finalement, par la mise en abîme de la comédie musicale? C'est compliqué. Pourquoi ne pas finir avec happy endings? Quand on a coupé le film, ce qui a été coupé, notamment, c'est ce long numéro, justement, parce qu'il fait il y a une forme de digression dans ce très long numéro. En réalité, il reprend, déjà, d'une part, structurellement, il reprend les longs ballets que vous connaissez de l'âge d'or de la comédie musicale, dans Un Américain à Paris, par exemple. Et puis aussi, il rappelle Broadway Melody, le long ballet avec Gotta Dance et d'autres numéros dans Chantons sous la pluie. Donc, du point de vue structurel, il n'est pas absurde de ce point de vue-là. Mais il y a aussi plusieurs choses. La deuxième chose, évidemment, enfin, je dis évidemment, mais qu'est-ce qu'on a fait comme extrait de Une étoile est née? C'est que là, Liza Minnelli est coiffée. D'ailleurs, c'est le coiffeur qui coiffait sa mère qu'on voit dans la loge brièvement quand elle est frisottée là et qu'elle va jouer l'ouvreuse. C'est là vraiment, elle est presque déguisée en Judy Garland. Elle ressemble beaucoup à Judy Garland. Vincente Minnelli, son père, est passé sur le tournage de New York, New York et a pleuré de la voir à ce point-là ressembler à sa mère. Donc ce numéro-là, c'est un rôle de Judy Garland, si vous voulez, plus encore que dans tout le reste du film. Même si cette ressemblance physique est toujours là, elle est vraiment marquée. Et notamment parce que, et ça je ne pouvais pas vous le passer en extrait parce que c'est trop long et qu'il faut le voir tout le film, dans Une étoile est née, donc qui est le dernier grand rôle à l'écran de Judy Garland, même si ensuite elle a eu une carrière vocale qui a continué. Vous savez, je vous l'avais dit, elle a été virée quand même par la
MGM en 1950. Elle a travaillé pour eux de 35 à 50. Et puis, avec ses problèmes d'addiction, notamment aux amphétamines, quand même donnés par la MGM, hein, je vous l'avais dit, pour qu'elle travaille plus longtemps quand elle était jeune, etc. Bon, bref, elle va donc finalement, son contrat est terminé en 50. Mais donc, Une étoile est née, film tourné en 53 par George Cukor et pas à la MGM, est un très beau film, long film aussi, et à demi musical aussi, parce qu'il raconte aussi cette histoire d'un couple où finalement il y en a un qui est une star, l'homme, qui fait tout pour nourrir, pour déclencher la carrière de la femme plus jeune qu'il rencontre. Ça marche, mais ça marche trop bien. C'est l'homme qui devient, comme le dit à un moment un personnage à l'intérieur de cette comédie musicale Happy Endings, il dit « Non, je te quitte parce que je ne veux pas devenir Monsieur Peggy Smith ». Et c'est exactement ce qui se passe dans Une étoile est née, où Norman Maine, qui est joué par James Mason, je ne sais pas si ça vaut le coup on peut passer ce petit moment, ce qui arrive au mari de la star. Hein, donc cette rivalité-là, une fois que la femme est... donc c'est fou, parce qu'à la fois Judy Garland, dans Une étoile est née, disons, on lui raconte un peu son histoire. Donc c'est en partie... Et à l'intérieur d'Une étoile est née, il y a notamment un numéro qu'elle joue dans un film, qui est un numéro en flashback, où on voit son personnage déguisée, j'allais dire, en tout cas jeune fille, exactement comme elle était dans le film de Vincente Minnelli de 1944, Meet Me in St. Louis, Le chant du Missouri. Voilà. Donc à l'intérieur d'Une étoile est née, il y a déjà cette espèce de feuilleté temporelle, et là on en rajoute encore une couche en prenant la fille du metteur en scène Minnelli et de son actrice Judy Garland, qui lui ressemble et qui joue un rôle tel que sa mère a pu en jouer. Donc là, je vous propose juste l'extrait de Une étoile est née, au moment où le personnage joué par Judy Garland, qui a été renommé par Hollywood Vicki Lester, alors qu'elle s'appelait Esther Blodgett, elle n'a pas choisi, on lui a donné un nom. Ça a marché et elle reçoit un Oscar. Alors, on va assez loin hein, quand même dans une forme de déchéance. C'est présent dans New York aussi, cette capacité d'humilier l'autre au moment où elle réussit, etc. C'est cette tension très très forte. Au fond, la domination, on peut dire, de Francine sur Jimmy, puisqu'il a besoin d'elle. Il perd l'orchestre quand elle en part, etc. Et il le sent très bien, et c'est aussi ce qui crée cette agressivité chez lui. Et il me semble quand même que c'est important, cette étape du film dans le film, parce qu'il y a au moins 2 étapes qui autonomisent pleinement Francine par rapport à Jimmy, et ça c'est vraiment la mise en scène qui le porte. La première, c'est quand elle enregistre And the World Goes Round, la chanson, et où tout à coup, vous vous souvenez, on est dans un décor de studio d'enregistrement, voilà, bon, elle est à la 18e prise, on la voit chanter la chanson. D'abord, la chanson, évidemment, réfère quand même, voilà, les choses arrivent, tristes ou gaies, et la vie continue. En gros, la Terre continue de tourner. Donc ça donne quand même l'idée de cette résilience qui va être la sienne. Donc le film a beau être sur la rupture, il est aussi sur un au-delà de ça. Et puis la deuxième étape, c'est donc le moment... Alors déjà, dans cette séquence-là, la mise en scène fait qu'à un moment, on décroche du réalisme, disons, d'une séquence dans un studio d'enregistrement de musique, et tout à coup, on devient... on fait naître une star à l'écran. C'est-à-dire qu'on voit tout à coup, je trouve, Liza Minnelli qui chante telle qu'on peut l'avoir connue si on l'a vue chanter dans d'autres choses. Il y a une sorte de décrochage comme ça, hors du récit, mais qui sert le récit, puisque Francine naît une première fois véritablement comme star, et effectivement, son succès à partir de là va être énorme. Et vous remarquez qu'à chaque fois, c'est soit la radio, soit les disques, des moyens de diffusion vraiment de masse qui font qu'on passe des tournées à quelque chose de beaucoup plus, à un statut véritablement de star. Et donc la deuxième étape de cette autonomisation de sa carrière
par rapport à Jimmy, c'est justement le film. C'est dans Happy Endings, là où on se dit c'est démultiplié, et où plus il y a de numéros, plus il y a cette débauche de costumes, voilà, très très outrés, avec ces manches, enfin ces très très longs gants, etc., ces volants partout. Mais plus il y a ça, plus c'est aussi son statut de star qui est surligné à ce moment-là. Donc ça va quand même, me semble-t-il, ça vers une autonomisation du personnage de Francine. Bien sûr, il y a une critique aussi de ce type de fin de musicals. D'ailleurs, c'est Jimmy qui l'apporte. Il dit oui, j'ai vu fin pleureuse, hein, en anglais sappy endings, des fins beaucoup trop sentimentales, nunuches, cloches. Bon. Il le dit, hein, il fait exprès de faire ce lapsus. C'est évidemment pas un lapsus. J'ai vu fin pleureuse au lieu de j'ai vu fin heureuse. Il y a évidemment une critique de ça, mais surtout la critique, c'est plus intéressant que dire c'était des fins conventionnelles, etc. C'est pas ça l'important. Bien sûr qu'il n'est plus question à cette date, et en tout cas pour Scorsese, d'être d'accord avec cette chose qui vous fait employer peut-être le mot niais, qui est l'efficacité de l'amour romantique, et surtout cette idée que l'art et la vie, que la carrière et l'amour vont forcément à un moment dans la comédie musicale classique s'emboîter. C'était la tension, c'était le conflit à l'intérieur d'Un Américain à Paris, par exemple. Est-ce qu'il allait réussir à vivre de son art sans vivre au crochet de cette américaine riche qui lui proposait tout sur un plateau, mais qui faisait de lui un gigolo, vous vous souvenez. Bon. Donc là, il n'y a plus ça, il n'y a plus cette idée que l'art et la vie vont tous les deux aller ensemble et s'emboîter, le couple, en même temps que la réussite artistique. Donc c'est énorme comme chute. C'est pour ça que le film paraît aussi très différent des comédies musicales précédentes. Effectivement, il n'y avait pas le fait que ce côté boiteux, si vous voulez. Du coup, on pourrait s'attendre à ce que le numéro Happy Endings finisse aussi le film, c'est-à-dire que, en fait, il inspirerait la fin du film. Elle chante cette histoire d'ouvreuse qui a un rêve, c'est mise en abîme dans la mise en abîme, parce que c'est le rêve de l'ouvreuse qui ensuite devient réalité, mais dans la fiction du film. Il pourrait inspirer le niveau narratif premier du film, à savoir que quand Jimmy et Francine se retrouvent dans la loge, me dites pas que vous n'avez pas pensé que ça allait bien se terminer pour eux, et qu'ils allaient se retrouver, et que le couple allait... Bon. Donc, là où Scorsese décroche encore un coup, et ça c'est quand même, pour moi ça m'émeut quand même à chaque fois, c'est que non. C'est que cette main sur le bouton de l'ascenseur, elle appuie, et que lui n'attend pas non plus très longtemps, et qu'il s'en va de son côté. Donc c'est même pas disons, on pourrait dire, ça n'a pas eu la stridence du mélodrame. Après, c'est chacun dans la façon dont on le ressent. Mais justement, on a plutôt l'idée que finalement, l'un comme l'autre se disent, ça ne vaut pas le coup. On a réussi finalement chacun de son côté. Et pourquoi forcer le destin? Ce qui serait quand même très différent de la flamboyance du mélodrame où l'un ou l'autre sont véritablement empêchés. Et c'est une sorte de point d'orgue du film. Là, c'est pas tout à fait ça. Oui. Ah. Le happy end sur l'enfant. Oui. C'est-à-dire qu'il a réussi malgré tout à être père. Je disais que j'étais pas d'accord avec vous, que pour moi il y a un happy end, mais il est sur le passage de l'enfant. Dans ce passage-là qui est très beau, qui est très bien écrit, l'enfant est calme, on sent qu'il a une relation avec le père, et ça c'est pas dans le film, c'est-à-dire que on aurait pensé qu'il n'a pas vu son film, non, il lui a offert une batterie, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une relation. On est surpris d'apprendre ça d'ailleurs. Le happy end, il est vraiment là, il y a ce qu'on montre à l'écran, mais il y a aussi la vraie vie qui s'est passée, et la vraie vie, il y a eu des choses qui se sont nouées, et voilà. Oui, de même que... Mais ça, c'est vraiment... tout le montage du film est comme ça, et c'est pas parce qu'on a fait des coupes, parce que c'était trop long. Par exemple, quand il y a cette séquence très très hystérisée dans la voiture où il se tape dessus et où l'enfant va naître presque de ses coups, vous vous souvenez qu'il y a cette ellipse quand même assez étonnante, et on est dans la chambre d'hôpital. Donc
Et pareil, quand il quitte l'hôpital, et ça c'est peut-être ce qui est le plus proche, je trouve, d'un beau moment de mélodrame, mais qui est un petit peu différent du mélodrame classique des années 40, parce que le mélodrame des années 40 est surtout un woman's picture, et que là, ce serait presque un peu plus du côté de l'homme, quand il pleure et qu'il dit « je ne peux pas », qu'il quitte la chambre d'hôpital et qu'il y a cette longue stase de la caméra sur le mur blanc. Vous vous souvenez, l'infirmière lui propose de voir le fils, il dit non, il disparaît derrière le mur, comme s'il était derrière l'écran, et il s'escamote lui-même et la caméra reste longuement sur ce mur blanc. Mais vous avez tout à fait raison de trouver le happy end où vous voulez le trouver. Je pense que c'est subjectif, malgré tout, de trouver que... c'est vrai qu'on a une petite surprise, et vous avez raison, c'est dans l'écriture, à savoir tout à coup, ah mais en fait, il a une relation avec ce fils. Déjà, on a la première surprise de voir auparavant l'ellipse quand même assez énorme, de voir tout à coup que le garçon est plus un bébé et un garçon, mais ensuite de savoir qu'il y a eu un suivi, etc., et que vous avez raison, on peut tout à fait trouver qu'il y a un happy end là. C'est ce qui différencie la fiction de la réalité. C'est-à-dire que dans la fiction, il n'y a pas de happy end, mais dans la réalité, chacun s'invente la vie qui va avec la réalité. Oui, c'est-à-dire qu'on peut considérer que ce qui est heureux, c'est qu'il n'y a pas de fin quelque part. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin qui clôture quoi que ce soit, c'est au contraire, la vie continue, et c'est ce que dit la chanson The World Goes Round, hein, c'est aussi ça. Et que ce tissu-là de la vie, il est plus important qu'une forme justement d'hystérisation de la fin, quoi, qui serait soit heureuse, soit très malheureuse. Au fond, c'est pas ça. Quand même, avec un travail, un effet de boucle d'abord entre le début et la fin. Vous vous souvenez que le début, on voit les chaussures de De Niro, ces fameuses chaussures bicolores là, du musicien, et puis à la fin, pareil, gros plan sur ses chaussures, cette fois-ci plus chic, plus sobre, bon, il s'est enrichi, mais on est quand même sur un trottoir mouillé, on ne peut pas s'empêcher de penser, je trouve, à Gene Kelly et à Chantons sous la pluie, et au numéro Chantons sous la pluie, et il n'y a pas de chanson sous la pluie, je veux dire. Donc c'est là où c'est pas malheureux, mais il n'y a pas cette joie, justement. Il n'y a pas le numéro qui ne sert qu'à exprimer un sentiment qui nous déborde tellement il est joyeux, et qui serait de se mettre à danser tout à coup sous la pluie. Là, il y a tout. Il y a la pluie, il y a le type, et puis bon, il n'y a pas la chanson. Donc en fait, quelque part, c'est un peu un meurtre de la comédie musicale. C'est beaucoup dire. Je vous ai pas invité comme un guet-apens, si vous voulez. C'est pas l'idée. Mais c'est quelqu'un qui connaît tellement le musical, qui est tellement habité par ça, qui reprend des gens et des éléments de cette période-là, qu'il ne peut que lui-même, s'il est honnête avec ce qu'il vit, qu'il ne peut qu'en produire une revisitation critique, et non pas une sorte de mise sous cloche, comme ça, nostalgique, vintage, qui serait peut-être plus satisfaisante pour, disons, la majorité du public. Alors, comme il est un peu tard, j'hésite, je ne vais peut-être pas vous montrer l'extrait. Bon, on a le temps, je pense. Simplement, je voulais vous montrer, parce que tout le monde connaît pas forcément. Oui, je voulais vous montrer un petit extrait. On ne peut pas tout passer dans cette série. Et justement, les années 70, mais même le milieu des années 60, mais plus les années 70 et 80, mais surtout 70, déconstruisent beaucoup de genres, et notamment donc, la comédie musicale. Et l'un des films très intéressants, mais qu'on ne peut pas passer pour des questions de droit, c'est Cabaret de Bob Fosse, qui est aussi un grand danseur et chorégraphe. Et donc, c'est un film de 1972. C'est, on pourrait dire, le rôle de sa vie pour Liza Minnelli, qui a 25 ans à ce moment-là. Donc, c'est 5 ans avant New York, New York. Et je trouvais quand même intéressant, parce qu'on la voit assez peu, finalement. On la connaît comme ça, comme une chanteuse. Notez bien d'ailleurs, pendant que l'extrait se prépare, ce que j'ai pas dit quand j'ai parlé de l'histoire du jazz, etc. L'archéologie, c'est aussi assez bien écrit dans le film, parce que c'est l'histoire d'une chanson, le film. C'est assez satisfaisant, ça, dans un film, quand il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et là, la chanson, c'est New York, New York. Et la chanson New York, New York, quand on n'a pas vu ce film, on la connaît parce que Sinatra
surtout l'a chanté. Mais il l'a chanté après. Donc c'est vraiment pour ce film-là qu'elle est créée par comment il s'appelle, Kerben et Ebb, qui sont aussi donc musiciens et paroliers, qui ont aussi créé justement pour la scène en 66 Cabaret, et puis qui ont créé aussi quelques années plus tard Chicago. Donc vous voyez, des gens quand même de la comédie musicale, vraiment. Donc je vous montre l'extrait de Cabaret, parce que vous allez voir formellement dans son montage ce que ça apporte, et on est vraiment dans les années 70. Donc c'est le moment où l'histoire d'amour voilà, va s'enclencher. Et alors, c'est censé se passer dans le Berlin des années folles, enfin de la fin des années folles, Berlin de 1931, mais vous voyez qu'on décroche complètement de ça. C'est-à-dire que là, on est dans un travail du montage où il n'y a plus cette unité spatiale qui est l'unité, je dirais, classique, même quand on est dans un décor de studio avec des lumières et des couleurs très très marquées comme chez Minelli, cette unité de l'espace, Martin Scorsese la garde avec ses mouvements de grue, ses mouvements de caméra. Pensez au tout début de New York, quand c'est la libération et qu'ils sont dans cette grande fête à Times Square. Vous voyez que là, j'allais dire, on est dans un cran. À la fois, on garde ce côté un peu vieillot de cette fois-ci, c'est peut-être la bonne, j'ai enfin trouvé l'homme, etc. Et en même temps, du point de vue de la forme, on est encore dans un au-delà, dans quelque chose d'encore plus déconstruit, postmoderne, avec le chant, encore la théâtralité du spectacle encore plus marquée. On la voit sur scène, elle est censée être chanteuse de cabaret, mais au fond, le spectacle parasite, si vous voulez, le montage fait qu'en surimpression, le spectacle et la chanson du spectacle commentent ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un pas que ne franchit pas vraiment Scorsese, et je trouve que c'est plus beau finalement. Je voulais aussi vous montrer Liza Minnelli, parce qu'elle devient Liza Minnelli, c'est-à-dire qu'elle chante, tout à coup on n'est plus vraiment dans le film, c'est sa persona de chanteuse, mais il me semble que Scorsese est juste un cran avant, c'est-à-dire qu'il ne lâche pas le système classique, il ne lâche pas l'espace classique, il ne lâche pas le travail que ça demande d'organiser tout ça, c'est-à-dire des figurants, mais aussi le placement des acteurs, quand est-ce que De Niro va sortir un chewing-gum et qui tourne la tête à droite, à gauche, au début, etc. Quand est-ce qu'on va voir ce qu'il y a sur sa chemise. Bon, tous ces détails-là sont presque jetés à la poubelle par des cinéastes par ailleurs qui, par la suite, ou en tout cas même si c'est avant, peu importe, mais qui ont une idée, je dirais, beaucoup plus, non pas moderniste, mais carrément postmoderne de la comédie musicale. Et moi, ce qui me plaît, en tout cas, dans New York, c'est justement qu'on garde quand même tout ce feuilleté-là de la période classique. Donc c'est pour ça que, par exemple, on a plutôt choisi ce film-là, parce que aussi il y a une ambition narrative. Donc tout y est, c'est-à-dire qu'il y a le côté à l'ancienne et en même temps il y a la frontalité de sentiments qui sont et on va assez loin dans l'intime. Et juste une chose, c'est aussi pour ça que le film dure longtemps, et vous le voyez aussi dans cet extrait, c'est-à-dire que là on change notre rapport de spectateur par rapport au spectateur de cinéma classique. On change dans la durée du plan et dans la durée de la scène. Quelque chose de l'ordre de la lenteur, du temps mort est important dans ce qui se dit de l'intimité du couple, qui est en train soit de se créer, quand c'est dans une situation de désir, et typiquement, c'est la trop longue scène, entre guillemets, d'ouverture, de la drague insistante, lourde, au possible, de Jimmy Doyle, et qui d'ailleurs ressurgit d'un côté du champ, de l'autre côté, qui est parti, mais qui revient, etc. Et justement, c'est cette longueur-là. C'est pas seulement pour un effet burlesque de voilà, il est vraiment très relou. C'est pas ça. C'est aussi ce temps-là, et dans ce temps-là se crée un changement psychologique ou un changement dans la relation où elle se dit, elle mange sa cerise de son martini là, et d'ailleurs il y en a deux, il y en a une deuxième après, bon, bref. Et on se dit quelque chose est en train de se passer, et effectivement cette graine plantée là. Voilà, fait aussi le temps de la relation qui est née, enfin fait naître cette relation, même si elle est très très mal partie. De même, pour tout ce qui est la genèse de leur rupture, elle se fait
par ces séquences avec des temps morts. Et notamment, une séquence qui avait été complètement supprimée, c'est celle où on voit Francine seule, parce que Jimmy est allé au Harlem Club une fois de plus, et qu'elle est en train de coller des photos dans cet album, et qu'elle se regarde dans le miroir avec le très très gros plan sur ses yeux. Très surprenant, parce qu'il vient de nulle part, quelque part. Mais c'est justement dans ces moments-là, inutiles pour le récit, que quelque chose est en train de germer dans son esprit et qui est justement la possibilité de la rupture et le fait que cette absence, elle n'est peut-être pas si dramatique. Voilà. Alors je sais pas, je pense qu'il est, il est tard, mais oui, dites. Il y a des scènes qui ne sont pas préparées. Ah oui, improvisées, oui, improvisées, c'est effectivement. J'ai lu que les scènes justement très importantes, comme l'annonce de l'enfant qui a été enceinte, étaient improvisées, mais vous avez l'air de dire que c'était une façon de... En fait, voilà comment Scorsese le raconte, et c'est assez marrant parce que je pense qu'il ressemble quand même au personnage de Jimmy Doyle, ce qui est horrible quelque part. Mais dans ces entretiens, Scorsese dit, voilà, j'avais eu la Palme d'Or, je venais d'avoir la Palme d'Or pour Taxi Driver, c'est vrai. De Niro avait eu l'Oscar en 74 pour Le Parrain 2. Donc voilà, ils avaient quand même bien la grosse tête, hein, c'est son acteur un peu fétiche. Enfin, il a joué dans Mean Streets. Voilà, c'est une relation acteur-metteur en scène très très proche. Et il dit, on a pris la grosse tête après la Palme d'Or, après Taxi Driver, et du coup on s'est dit, c'est bon, on va improviser. Mais quand Scorsese dit improviser, lui, il dessinait les plans. Je veux dire, donc c'est pas improvisé au sens, c'est improvisé au sens où il y a effectivement des choses qui sont cherchées sur le tournage ou peut-être en répétition avant de tourner la scène. Donc par exemple le moment où le mariage, ce truc incroyable aussi sur l'artifice de ces décors, vous vous souvenez, avec la neige, etc. Là c'est vraiment extrême, hein, les décors de neige, le train qui passe, on se croirait dans Le Dictateur de Chaplin quand arrivent les deux dictateurs, hein, c'est vraiment un degré de stylisation extrême. Bon, bref, mais par contre quand ils vont donc chez le juge de paix au mariage, on rit un peu parce qu'il toque à la porte et c'est son personnage, comme ça très nerveux, et il casse la vitre. Bon bah ça par exemple, c'est pas improvisé dans le sens où ce qu'on voit a surpris le caméraman, c'est improvisé dans le sens où c'est Scorsese qui a eu l'idée le jour de la scène par exemple, ou la veille, enfin je sais pas. Improviser veut dire ça. Improviser veut dire qu'on est dans un système quand même de studio tellement, je veux dire, où tout doit être tellement préparé. Imaginez le numéro musical, impossible de l'improviser. Et ça, il a été tourné en 10 jours et voilà, il a été pas du tout improvisé. Mais donc lui, quand il dit improviser, ça veut dire par rapport au scénario, penser qu'on peut laisser le scénario de côté et broder et faire d'autres choses. Et en un sens, nous, on peut trouver qu'il a raison. Mais du coup, le problème que ça pose, c'est qu'ils ont dépassé en temps. Parce que travailler comme ça, pour les Européens, ça se fait tout le temps. Et on en parlera peut-être si vous venez voir ou revoir Les Renoirs l'année prochaine. Mais dans le système hollywoodien des studios, avec le nombre de personnes, travailler comme ça, c'est de l'improvisation. Et donc ça fait qu'on perd du temps et ça fait que ça coûte des sommes faramineuses. Donc c'est ça qui s'est passé. C'est quand il dit improviser, je pense qu'il n'est pas spécialement fier. Et en même temps, on voit bien que ça bénéficie aussi au film dans le rapport qu'il a aux acteurs, dans la tension, dans les petites propositions de jeu qui sont faites, parce que moi je trouve qu'en tout cas que les deux acteurs sont très très forts, ils sont vraiment très très bons, et y compris De Niro qui a une tendance un peu, j'allais dire grimaçante, enfin à faire toujours un peu le même sourire, etc. Mais ça fait complètement partie de son personnage, du solipsisme du personnage de Jimmy Doyle, qui même ne voyant que son jazz ne marche pas dans le club où il auditionne, veut quand même persister là-dedans. Donc ça correspond aussi à la personnalité. Bon, tout ça vient un petit peu aussi de son personnage de Taxi Driver, mais c'est pour ça qu'on dit il y a des allusions à d'autres films. Il y a aussi ça. Quand il joue le vétéran fou dans l'hôtel pour pas payer sa note, on pense forcément au personnage de Travis Bickle dans Taxi Driver, qui est revenu du Vietnam et qui a... Voilà. Donc
Donc voilà, c'était une précision sur la question d'improvisation. C'est pas une impro au sens une improvisation théâtrale, mais ça donne quand même ce côté. C'est exactement le projet du film, c'est de mêler l'extrême stylisation du film de studio années 40, début des années 50, et ce que Scorsese appelle un filmage plus documentaire. Alors, il faut mettre beaucoup de guillemets à documentaire, mais on voit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire documentaire au sens de comment filmer ce qui se passe entre deux êtres, y compris les temps morts, y compris les silences, y compris des regards, et essayer de ne pas le filmer en champ contre champ. Essayer de trouver d'autres moyens spatiaux, de circulation de la caméra, d'utilisation de la musique. Voilà, tout ça fait que on a l'impression d'une vie plus grande, une sorte de plus-value par rapport au cinéma classique, ce qui fait aussi que, du coup, c'est plus long. C'est, je dirais, du cinéma classique plus une couche et de critique et une couche élégiaque. C'est-à-dire que tout cela, tous les happy endings ne reviendront pas, et on est passé à un autre régime de rapport entre hommes et femmes, de relations au spectacle, à la comédie musicale. Donc voilà, je ne sais pas si c'est nostalgique, mais en tout cas, ça prend acte de cet état de fait, et donc finalement, le film est de son temps dans ce sens-là. Il n'est pas rétrograde. Bon, en tout cas, merci d'être venu et resté. Je ne sais plus la durée du prochain film. Il n'est pas aussi coup de cœur. Je vais rappeler la date, c'est le 2 mai. 2 mai, donc One from the Heart de Francis Ford Coppola, encore un auteur du nouvel Hollywood qui s'est emparé de la comédie musicale de manière très originale, peut-être moins classique que Scorsese.